votre radio locale 99.2. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 8 décembre, les socialistes d'Argenteuil se fissurent avant les municipales, on y reviendra. Accompagner toutes les victimes de violences, c'est le rôle du CIDFF du Val d'Oise. Sa directrice était avec nous, votre chronique sport avec Axel Maire. Et puis côté météo, demain le ciel est voilé toute la journée avec de la douceur. Comptez 9 en minimal jusqu'à 16 en maximal. Le tribunal administratif a rejeté la demande de protection fonctionnelle de l'élu d'opposition d'Hermont, Youssef Rinache, visé par 3 incendies criminels depuis 2024. Le conseiller municipal qui a renoncé à se présenter au municipal de 2026 estime que ces attaques sont liées à son départ de la majorité et à son engagement politique. Le juge a considéré que ces arguments étaient trop peu pétayés pour obliger la ville à financer ses frais d'avocat sans remettre en cause la réalité des menaces. Dans sa réaction, l'élu dénonce une décision purement juridique qui reproche au maire d'avoir statué seul sans saisir le conseil municipal comme le prévoit selon lui la loi. Une enquête pour destruction volontaire par incendie est toujours en cours. Rebondissement à gauche avant les municipales à Argenteuil. Philippe Doucet fera campagne sans l'étiquette du Parti Socialiste. L'ancien maire redevenu éligible après 2 ans d'inéligibilité claque la porte du processus de désignation interne. Il accuse la direction nationale de manipulation d'appareils et dénonce une mise sous tutelle depuis Paris, alors même qu'il avait largement remporté en septembre le vote organisé auprès des militants locaux. Selon lui, son rival Nicolas Boujard, battu lors de ce scrutin, n'aurait pas respecté l'engagement de se retirer. La direction du PS envisage désormais de désigner le sénateur Rachid Temal comme tête de liste, une option qu'il confirme avoir été sollicitée sans qu'aucune décision ne soit prise. En se déclarant candidat dissident, Philippe Doucet fragilise l'unité socialiste face au maire sortant Georges Motron. La décision officielle du PS est attendue dans les prochaines heures. Nouvelle affaire pour François Pupponi. L'ancien député ex-maire de Sarcelles est attendu ce mardi au tribunal judiciaire de Paris, poursuivi pour détournement de fonds publics. Le parquet national financier lui reproche d'avoir utilisé à d'autres fins 122 000 euros issus de son indemnité représentative de frais de mandat entre 2015 et 2018, malgré un rappel du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Barthelone, sur l'interdiction de tout enrichissement personnel. Cette procédure fait partie d'une série de signalements adressés en 2018 à la justice concernant plusieurs parlementaires. Parallèlement, François Pupponi est toujours mis en cause dans le dossier de la SEM Chaleur, où il a été condamné en première instance et en appel pour abus de biens sociaux. Une décision contestée devant la Cour de cassation. Il demeure présumé innocent dans les 2 affaires. Accompagner toutes les victimes de violences, c'est le rôle du CIDFF du Val d'Oise. Sa directrice était avec nous, une interview rediffusée tout de suite. Bonsoir Ilana Guida. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous Merci. êtes directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise, le CIDFF, pour faire plus court, ça fait un long acronyme. C'est quoi le rôle du CIDFF ? Alors déjà, je vais rajouter un petit acronyme de plus. Allez. C'est CIDFF France Victimes 95, parce que le CIDFF est également l'association départementale d'aide aux victimes du Val d'Oise. Alors c'est quoi le CIDFF ? C'est une équipe, pas de bénévoles, mais vraiment que de salariés, composée de juristes, psychologues, travailleuses sociales, qui sont là pour informer les publics de leurs droits, favoriser l'autonomie des femmes, essayer d'aller sur une avancée vers l'égalité femmes-hommes et aider les victimes d'infractions pénales. Donc c'est quand même beaucoup de missions au sein d'une même association au final. Effectivement, ce sont beaucoup de missions. On reçoit à peu près 4000 victimes par an. On accompagne 2000 personnes dans le cadre de l'accès aux droits, ce qui fait beaucoup de monde et beaucoup de travail, effectivement. J'imagine bien. Rapidement, on parlait des violences faites aux femmes. C'est quoi la part aujourd'hui de victimes que vous accompagnez de violences faites aux femmes ? Sur les 4000 victimes que l'on reçoit, 70% ce sont des femmes. Et déjà, sur ces 70%, on compte qu'une femme sur 2 que l'on suit est victime de violences conjugales. Après, en deuxième position, vous allez avoir les victimes de viol et toutes les autres infractions pénales que l'on connaît. Comment on a le statut de victime ? Il y a la victime avant qu'elle porte plainte et il y a la victime pendant qu'elle portait plainte. Après avoir porté plainte, vous accompagnez tout au long de ce parcours-là ? C'est ça. On accompagne les victimes tout au long de la procédure pénale s'il y en a une, mais avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de condition de dépôt de plainte pour qu'on les reçoive ou qu'on les accompagne. On s'estime victime, on est reçu par le CIDFF. C'est beaucoup de permanence, je crois, sur tout le département ?
C'est ça, on a une trentaine de lieux pour nous accueillir sur l'ensemble du département parce que les CIDFF se sont construits il y a plus de 40 ans dans l'idée d'aller vers les publics et d'être au plus près des personnes, donc dans les quartiers prioritaires justement, parce que ce sont des personnes qui sont fatiguées, victimes de violences. Les démarches sont très complexes, très difficiles à faire, il y a une perte d'énergie. Donc être au plus près des victimes, c'est tout l'intérêt. Et ce fait d'avoir un maillage territorial aussi dense, ça permet aussi aux victimes qui, par exemple, veulent pas être reçues près de chez elles parce qu'elles ont peur d'être connues, de pouvoir aller sur une commune voisine ou un peu plus loin pour celles qui y parviennent. Il y a la notion de victime. Quand on est une victime, il faut déjà se rendre compte qu'on en est une. C'est aussi un autre enjeu, j'imagine, pour vous ? Oui, c'est parfois un autre enjeu, surtout dans le cadre des violences conjugales ou des viols aussi dans le cadre du couple. C'est ce travail que doit faire le juriste et qu'une personne va venir s'informer en matière de droit de la famille. Et le travail du juriste qui va pratiquer le questionnement systématique va aller chercher les violences s'il y en a. Donc elle va questionner et va amener la victime aussi à réaliser les violences qu'elle subit. Parce que beaucoup de femmes, par exemple, dans le cadre du couple, vont vous dire « oui, il n'y a pas de viol » parce qu'il y a le devoir conjugal, les rapports sexuels forcés peuvent être interprétés comme quelque chose de normal. Et le travail du juriste va justement d'apporter le droit et de dire non, là on est dans un cadre de viol, c'est interdit par la loi. Est-ce que aussi les travailleurs sociaux redirigent vers vous ? Est-ce que vous avez parfois des signalements ? C'est vous aussi qui allez chercher parfois ? Alors on va chercher, c'est plutôt les travailleurs sociaux qui vont beaucoup orienter vers nous. Néanmoins, c'est un travail à double sens. On a aussi une travailleuse sociale chez nous qui accompagne les victimes qui en ont besoin, qui ont besoin d'un accompagnement social. Ça peut être une recherche d'aide financière, mais ça peut être aussi une recherche de logement, ou bien plus d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, c'est un double sens, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux vont orienter vers le CIDFF, mais les CIDFF vont aussi orienter vers les travailleurs sociaux. Dans l'accompagnement des victimes, il ne faut pas rester seul, il faut avoir vraiment des partenaires un peu partout. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de recherche de logement, vous parlez d'autres recherches, d'autres démarches. Être victime, c'est parfois tout perdre en fait, et c'est aussi ça qu'il faut rappeler. C'est ça, effectivement, c'est parfois tout perdre et il faut tout reconstruire et du coup, on est là pour les aider, on est un peu une béquille sur laquelle elles vont s'appuyer pour avancer. Mais c'est elles qui font tout le travail. Vous êtes juste là en accompagnement et pour donner cette force aussi qui manque parfois. C'est combien de personnes au CIDFF quand on entend le nombre de victimes que vous avez donné tout à l'heure ? J'imagine que c'est jamais assez. Mais... c'est en nombre de personnes, de salariés, vous voulez dire ? C'est au total 18 salariés. On n'est pas si nombreux. Non, effectivement. C'est une grosse équipe de juristes, 10 juristes et 3 psychologues. Et après, vous avez une travailleuse sociale et le reste pour la partie administrative. Donc, c'est pas une si grosse équipe et pourtant, on arrive à accompagner autant de personnes. Comment si je m'estime victime aujourd'hui, alors déjà c'est homme, femme, enfant, tout le monde Homme, femme, enfant, tout le monde peut vous contacter. Tout à fait. C'est quoi la démarche à accomplir ? La démarche, c'est prendre un rendez-vous dans la permanence la plus proche de chez elle. Donc, quand on se rapproche de la mairie, la meilleure des choses, la mairie, le premier lieu, ou le centre social, pour savoir s'il y a une permanence du CIDFF. S'il n'y en a pas, il faut appeler le siège social du CIDFF à Cergy. Et sinon, vous avez toujours sans rendez-vous pour les victimes la possibilité d'aller au bureau d'aide aux victimes qui est au tribunal judiciaire de Pontoise. Quand vous rentrez à l'intérieur sur la droite, vous avez en gros écrit bureau d'aide aux victimes. Et là, tous les jours, sauf le vendredi matin, vous aurez une juriste pour vous accueillir sans rendez-vous. C'est important parce que des fois, quand on a le courage à ce moment-là d'aller faire des démarches, c'est pas demain, c'est pas quand on prend le rendez-vous. Donc, c'est important qu'on ait un endroit où les personnes puissent venir sans rendez-vous. Il y a aussi des situations d'urgence, j'imagine, qui sont... c'est vous aussi qui les gérez ou c'est encore d'autres associations ? Alors, c'est le travail ? L'urgence, ça dépend à quel niveau on se place. L'urgence, c'est la police. Après, on a des situations, ce qu'on appelle nous urgentes, au bureau de protection des victimes. Juste à côté du bureau d'aide aux victimes, vous avez le bureau de protection des victimes, là où on traite les situations les plus urgentes. Donc ça peut être une victime qui est venue sans rendez-vous au bureau d'aide aux victimes et la juriste va évaluer un danger extrême. L'auteur est extrêmement dangereux, elle risque pour sa vie et elle va mettre en place
avec le procureur et le parquet le parquet de Pontoise, un dispositif de téléphone grave danger, donc, ou une évaluation personnalisée des victimes. Donc vous avez des dispositifs comme ça en interne qui sont dits urgents, mais c'est pas la première urgence qui est quand même relève de la police. Bien sûr, c'est un travail, j'imagine, en commun aussi, le CIDFF, avec la justice, avec la police. C'est des gens qui se parlent, tout ça ? Exactement, tout à fait. Et le fait d'être au tribunal permet cette souplesse dans les échanges avec le parquet, puisque quand on est au sein de la juridiction, c'est quand même plus facile, il suffit de monter. Et on a de très bons rapports avec la justice. La politique pénale de Pontoise, justement, est en faveur des victimes. Et donc, du coup, entretient ce travail qui est très bénéfique pour les victimes. On le rappelle, le numéro d'urgence 3919 en cas de violence. 3919 en cas de... C'est le plus important. Le CIDFF, donc c'est sur votre site internet, CIDFF 95, on vous trouve. Exactement. Merci beaucoup, Ilham Aguida, d'avoir été avec nous, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise. Et un entretien à retrouver en vidéo sur YouTube et sur radio-rgb.net. L'agglo de Cergy-Pontoise reprend la main sur l'eau potable. Les élus ont validé à une très large majorité la création d'une société publique locale, les Eaux de la Confluence, qui remplacera dès le 1er janvier 2027 la délégation confiée à Veolia. Objectif affiché, retrouver une souveraineté totale sur la gestion du réseau, maîtriser le cycle de l'eau et de la production à la distribution et freiner une hausse annoncée des tarifs. Le président de l'agglomération, Jean-Paul Gendron, évoque une nécessité face à un prix du mètre cube qui risque d'augmenter fortement dans les années à venir. La future SPL devra lutter contre les pertes d'eau, améliorer la qualité et piloter une tarification plus juste avec un enjeu social affirmé pour les foyers les plus modestes. Une petite révolution pour les 13 communes de l'ex-Ville-Nouvelle qui entendent désormais gérer elles-mêmes un service essentiel devenu stratégique. Le syndicat des eaux d'Île-de-France aussi lance un panel inédit de goûteurs pour évaluer le goût chloré de l'eau du robinet distribuée par l'usine de Méry-sur-Oise. 8 personnes ont été sélectionnées, dont 4 habitants, pour participer dès janvier à des sessions mensuelles de dégustation à l'aveugle d'eau du robinet, on rappelle. Objectif, mesurer la perception du chlore avant la modernisation de l'usine, qui sera la première équipée de membranes de filtration de nouvelle génération, combinant nanofiltration et osmose inverse basse pression, tout un programme. Ces installations prévues mi-2026 dans le cadre d'un projet global de 800 millions d'euros doivent produire une eau plus douce et moins chlorée. Une seconde campagne de dégustation est annoncée en 2028, une fois les nouvelles membranes en service. À Saint-Ouen-l'Aumône, près de 2 millions d'euros ont été investis pour la rénovation complète des rues Salvador Allende et rue des Ragnies. Les deux axes ont bénéficié de l'enfouissement de leur réseau aérien, ainsi que d'un réaménagement global, incluant la réfection des enrobés, la création de trottoirs et de places de stationnement, l'installation de chicanes et de plateaux surélevés pour réduire la vitesse et la mise en place d'un réseau d'eau pluviale. La rue des Ragnies accueille désormais un contresens cyclable pour favoriser les mobilités douces. Le chantier, soutenu par le département à hauteur de 200 000 euros, vise à sécuriser les déplacements et améliorer le cadre de vie des habitants. C'est lundi, vous le savez, et le lundi, c'est l'heure de la chronique sport d'Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du 8 décembre 2025, on commence avec un record du monde pour Pamela Losange, para-athlète du Val d'Oise. Déjà victorieuse du 100 mètres, Pamela Losange a remporté le 200 mètres en 23 secondes et 87 centièmes. Nouveau record du monde au Deaflympics Games. Le 23 novembre à Tokyo, au Japon, la protégée de Dimitri Desmonnières, un temps formé par Jean-Marc Viroland et Marc Vecchio, a également brillé au Deaflympics Games. Ce sont les Jeux Olympiques pour les athlètes sourds et muets et malentendants. C'est une compétition qui existe depuis 1924 et qui, pour sa 25e édition, a réuni 3000 sportifs issus de 70 nations dans 21 sports. Elle qui détient le record du monde du 200 mètres, déjà victorieuse du 100 mètres 5 jours plus tôt, la Gonésienne a éclaboussé de son talent au 200 mètres en améliorant de 2 centièmes le record du monde des athlètes sourdes et malentendantes. Elle qui vise désormais l'obtention de son BTS de prothésie dentaire et une qualification au JO 2028 à Los Angeles. Côté tennis de table, match de gala en Pro A, l'ASPCT accueille Hennebon le mardi 16 décembre 2025 à 19h30 et les nationales 1 féminines accueilleront le Mans le samedi 13 décembre 2025 à 16h. Côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise enchaînent 2 défaites de suite. Le 2 et 5 décembre,
contre Amiens, le premier match se terminant aux prolongations 2-1 et le deuxième du 5 décembre perdu 3-4. Prochain match pour les Jokers contre les Boxers de Bordeaux le vendredi 19 décembre à 20h30. Et pour finir, côté basketball, pour leur dernier match de l'année 2025, les Spartiates de Cergy-Pontoise se sont inclinés 63-59. Prochain match le 6 janvier 2026 contre Cherbourg. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Et oui, à la semaine prochaine, Axel Maire, et à lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. Le magicien valdoisien Clément Blouin, installé à Montmorency, s'est qualifié pour la demi-finale de la France à un incroyable talent, après avoir décroché le Golden Buzzer de Claudio Capéo lors du quart de finale diffusé mardi soir sur M6. Avec un numéro mêlant magie, humour noir et l'évocation de sa grand-mère défunte, l'artiste professionnel a marqué les esprits au point d'être propulsé directement en demi-finale sans passer par la délibération du jury. Ravi d'avoir rejoint son ami humoriste PV, lui aussi Golden Buzzer plus tôt dans la saison, Clément promet un numéro plus narratif et encore plus spectaculaire pour la suite. Le jeune magicien autodidacte depuis l'enfance assure ne pas prendre la lumière de travers et continue de travailler son prochain passage, déterminé à se démarquer face à une concurrence très relevée. C'est la fin de ce journal. Merci à Axel Maire pour sa réalisation. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Jean-Céric Mingros qui va nous parler de la programmation du soir. On l'écoutait, excellente soirée sur RGB bien sûr. Merci Théo, ce soir sur RGB à 19h vous avez rendez-vous avec le 100% football amateur présenté par Farid Rouas, excusez-moi. Au programme Culture Foot avec Mickaël Chrétien, joueur de Nancy en Ligue 2. L'interview de Ousmane Diané de la 2SOA. Et le débat, la passion des supporters justifie-t-elle certains débordements ? Voilà, rendez-vous à 19h avec Farid pour le 100% football amateur. Ensuite, vous continuerez votre soirée à la sauce santillaise, quand même le dire, Damien, avec Claude Lange pour une rediffusion de la libre antenne de jeudi dernier. Et vous finirez la soirée et la nuit avec Vibes The Com, l'émission reggae de RGB. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur notre antenne et on se retrouve demain pour le journal dès 18h, Radio RGB 99.2 FM et rendez-vous sur toutes les plateformes, les radios associatives, Radio Player. Une bonne soirée en direct de Cergy-Pontoise.